Alors, bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu du moment où vous allez écouter ou voir ça. Nous voici donc revenus encore ce soir pour la deuxième partie de ce webinaire qui, en fin de compte, était prévu pour être en une seule partie sur les addictions. On avait terminé, ou j'avais terminé la dernière fois, en parlant enfin, que le problème principal dans les addictions, ce n'est pas la substance en elle-même, que ce soit une substance chimique ou une substance virtuelle, comme les jeux ordinateurs, mais c'est la relation avec ceux dont on dépend. Ça m'a ça m'a donné quelques commentaires, quelques questions par email, euh, parce que on a un petit peu du mal à comprendre que le problème, ça n'est pas la taille de l'addiction. C'est pas parce que quelqu'un boit beaucoup d'alcool qu'il est alcoolique. Ce n'est pas parce que quelqu'un fume beaucoup de cigarettes qu'il est dépendant de la fumette. Tout comme ce n'est pas parce qu'une personne consomme beaucoup de drogue qu'il devient dépendant. Lors de la guerre au Vietnam, euh, beaucoup de soldats américains consommaient énormément de cocaïne. Mais c'était vraiment beaucoup, ne serait-ce que pour tenir le coup lors des combats qui étaient extrêmement violents et pour pouvoir tout simplement rester éveillé, rester et survivre. Néanmoins, lorsque les soldats sont revenus du Vietnam, donc qui sont revenus aux États-Unis, eh ben, la plupart des soldats ont été clean du jour au lendemain. Ils n'ont pas été dépendants. Seul un tout petit pourcentage a été dépendant et a continué à être dépendant de la cocaïne. Et ce n'est pas nécessairement ceux qui en ont consommé le plus. Ce qui est le problème, ça n'est pas la personne qui boit beaucoup d'alcool et qui en boit régulièrement, mais c'est la personne qui vraiment ne peut pas s'en passer. Même si c'est, je ne sais pas moi, si c'est trois apéros par soirée, si cette personne ne peut pas supporter de rater un apéro, ne peut pas avoir son apéro au moment donné, et commence à devenir agressif, commence à avoir des signes de manque, c'est une personne qui a un problème avec l'alcool. Donc, ce qui est important et ce qu'on doit regarder et ce la chose sur laquelle on doit se concentrer, ça n'est pas la quantité consommée, mais c'est la relation de la substance que l'on consomme. Si vous avez un enfant qui, je sais pas, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, mais qui n'a pas de souci si vous partez en vacances d'être sur son ordinateur, c'est pas un souci, c'est pas un problème, il n'est pas dépendant. Mais si vous avez un enfant qui, même s'il ne joue pas énormément, commence à montrer des signes de manque, des manques de concentration et peut avoir certains problèmes s'il n'est pas sur son jeu à certains moments ou à un moment donné, là, on peut commencer à parler d'addiction. Donc, il est très important de comprendre que le problème, ça n'est pas ni la substance ni la chose dont on est addictif, parce qu'on ne peut pas dire qu'un jeu vidéo, par exemple, c'est une substance, mais c'est la relation que l'on a avec la substance, quelle qu'elle soit, ou la chose dont on dépend. Tiens, bonsoir Nathalie, je viens de recevoir un petit bonsoir par chat, c'est gentil. Euh, alors, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent dépendantes, certaines personnes ou certaines autres pas, peu importe la quantité, pourra-t-on dire. Euh, c'est une question, pour l'instant, il y a seulement des embryons de réponse. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas vraiment la solution à ce problème-là, mais on a quand même des éléments de réponse. Alors avant tout, il faut comprendre un petit peu comment les cellules de notre cerveau fonctionnent. Comment, euh, dirait-on, la chose principale, ça va être ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Alors là, je vais vous demander d'être un peu indulgent parce que ma formation est quand même, pour la plupart, venue des États-Unis, ce qui fait que beaucoup des termes techniques que j'ai appris, ils ne sont pas en français, ils sont en anglais. La plupart du temps, ça correspond, mais des fois, il peut y avoir des problèmes de prononciation.
Si vous regardez les neurones, c'est-à-dire les cellules de notre cerveau, elles communiquent entre elles à l'aide de ce qu'on appelle donc des dendrites et des axones, ou axons, dira-t-on peut-être. Toute communication dans notre cerveau, c'est produit par des pulsions électriques. Il y a un certain courant électrique dans notre cerveau et c'est au travers de ce courant électrique que les informations sont communiquées, donc des cellules nerveuses en cellules nerveuses, que ce soit de notre cerveau à notre cerveau ou de notre cerveau à différents systèmes nerveux. Donc la pulsion électrique, elle passe au travers de l'axon et entre les cellules électriques, les cellules du cerveau, il y a un espace vide qui paraît vide et qui est donc ce qu'on appelle le synapse. Le rôle de l'axon, c'est de transformer cette pulsion électrique en matériel chimique, qui est donc le neurotransmetteur, et qui va se diriger donc vers la dendrite. La dendrite, elle reçoit le signal chimique, donc elle reçoit le neurotransmetteur, et elle le transforme donc en signal électrique. C'est un petit peu un système de traduction, c'est comme ça. Donc les neurotransmetteurs, ça va être ce matériel chimique qui communique, qui fait que les différentes cellules dans notre cerveau communiquent. Ces neurotransmetteurs, il y en a plusieurs, c'est plusieurs choses chimiques, et ce qui se passe par exemple lorsque quelqu'un abuse d'une substance, par exemple d'une certaine drogue, ça va être que le neurotransmetteur va avoir une surcharge de neurotransmetteurs qui va donc cette drogue, ça va donc cette drogue qui va prendre la place du neurotransmetteur, et donc qui va donner une impression de plaisir beaucoup plus importante que les neurotransmetteurs que nous produisons nous-mêmes. Donc, quand la personne prend une certaine drogue, il va y avoir donc ce boost ou ce surplus de neurotransmetteurs qui va faire donc que l'impression de plaisir, l'impression de se sentir bien ou de voir certaines choses, enfin ce que vous voulez, va être beaucoup plus intense que les neurotransmetteurs qui se produisent de façon plus naturelle. Point numéro 2, comme il y a un surplus de neurotransmetteurs, ceux-ci vont empêcher la communication normale, dira-t-on, des autres neurotransmetteurs, des autres produits chimiques dont on a besoin. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne abuse d'une substance, il va y avoir un changement de la personnalité, un changement de l'humeur, parce que les neurotransmetteurs classiques, si on veut dire ça comme ça, vont être empêchés par le surplus de neurotransmetteurs qu'il y a de la substance que la personne utilise. Ces neurotransmetteurs, donc il y en a plusieurs, ça peut être plein de formules chimiques, mais il y en a 3 dont on parle le plus souvent et dont vous avez peut-être entendu parler. Celui dont on entend le plus souvent parler, c'est ce qu'on appelle la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est utilisé souvent pour ce qui est du renforcement de certains comportements et qui donne un petit peu le sentiment d'euphorie. Puis vous avez la sérotonine. Alors la sérotonine, elle, c'est plutôt une substance qui va plutôt vous mener vers la dépression, l'angoisse, l'agression, etc. Lorsque par exemple, on utilise les antidépresseurs, là j'ai justement une question d'Aurélie à propos de ça, un antidépresseur va donc diminuer la sérotonine dans les neurotransmetteurs, ce qui fait que généralement ça va booster un petit peu la dopamine et c'est donc ce qui fait que la personne va devenir dépendante de ces antidépresseurs parce que le produit en lui-même fait les changements chimiques nécessaires dans le cerveau. Et enfin, vous avez la glutamate
qui a une influence sur tout ce qui est renforcement et tout ce qui est sentiment de manque. À partir du moment où la personne la substance ou la dépendance ou quoi que ce soit va manquer, eh ben, il va y avoir un accès ou une augmentation de glutamate dans les synapses. Donc, point de vue chimique, point de vue neurologique, il y a dans les addictions une dépendance neurologique, justement, dans les neurotransmetteurs. Lorsqu'une personne, par exemple, est dépendante d'un jeu vidéo, donc où il n'y a pas de substance chimique qui entre en jeu, un chimique extérieur qui entre en jeu, eh ben, cette personne, en jouant des jeux vidéo, va avoir un renforcement dans sa dopamine, il va sentir qu'il se sent bien, et puis il a son shoot de dopamine qui fait que il va en vouloir encore et encore et encore. Comme il y a une accoutumance à ces différents produits, que ce soit des produits naturels ou des produits chimiques, eh ben, ça va toujours en demander plus. Alors, c'est bien, mais ces produits, enfin, dopamine, sérotonine, glutamate, etc., en fin de compte, c'est présent dans tous les cerveaux, plus ou moins normalement constitués, dira-t-on. Alors, comment se fait-il que pour certaines personnes, ça devient un problème, et pour certaines autres personnes, non? Alors là, il y a aussi plusieurs explications qu'il faut prendre une à une ou que l'on peut prendre en corrélation, qui peuvent être, enfin, je veux dire, l'une n'empêche pas l'autre. Alors, déjà, il y a, et ça, il ne faut jamais l'oublier, il y a des facteurs génétiques, des facteurs biologiques qui entrent en ligne de compte. Au Danemark, il y a eu des études de fait. À l'époque, j'étais toujours au lycée quand ça a été fait, donc ça devait être au milieu des années 80. Et ces études sont ressorties là il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Au Danemark, il y a pas mal d'Esquimaux, enfin de Groenlandais. Et au Danemark, on dit beaucoup que, enfin, un Groenlandais alcoolique, c'est un pléonasme. Je veux dire, beaucoup d'entre eux sont très alcooliques. Alors, il y a un facteur culturel, bien entendu, qui entre en ligne de compte, qui entre en jeu. C'est quand même des gens qui habitaient dans des igloos et qui habitent toujours dans des igloos. Et puis, tout d'un coup, on les balance dans une société moderne. Bon, il y a des problèmes culturels, c'est indéniable. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que les Esquimaux, et comme les Indiens d'ailleurs, parce que généralement on dit que c'est la même branche culturelle, ça serait en fin de compte des Chinois qui auraient migré au travers du pôle jusque donc le Groenland et après l'Amérique. Donc ça serait le même matériel génétique à la base. Eh bien, il leur manque certains enzymes, notamment dans l'estomac, qui fait qu'ils ne digèrent pas, ils ne décomposent pas l'alcool de la même façon que nous, enfin que les Européens. Et c'est pour ça que, en fin de compte, quand ils commencent à boire de l'alcool, ils ont très rapidement un problème parce que ça a un autre effet sur eux, sur leur organisme, tout simplement, que ça a sur nous. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, les Indiens, quand ils buvaient l'eau de feu, comme on l'appelait ça, eh ben, ils en devenaient beaucoup plus rapidement dépendants et ça les détruisait beaucoup plus en tant que peuple que ça détruit, pourra-t-on dire, le peuple européen. Donc il y a des facteurs biologiques, et ça il ne faut pas le nier, et puis il y a aussi apparemment une tendance génétique à plus facilement devenir dépendant de certaines choses que d'autres personnes. Il y a de toute évidence une tendance dans certaines familles, dans certaines branches, dans certains pays, dans certaines cultures. Il y a certains facteurs génétiques apparemment qui peuvent inciter plus à la dépendance. Ensuite, il y a une historique familiale. C'est bien connu que la plupart des enfants alcooliques, enfin des parents alcooliques ou des enfants qui sont nés ou qui ont évolué dans une famille d'alcooliques a plus de facilité à devenir alcoolique. Même chose avec les drogues, même chose avec les ordinateurs, enfin même chose avec beaucoup de choses. Donc là, il y a une historique familiale. On pourrait
opposé à ça, bien entendu, que oui, mais si il y a un problème génétique, ça va bien entendu aussi dépendre ou descendre dans l'historique familial, ce qui est un fait. Donc ça, on est toujours un petit peu entre les deux, le cul un petit peu entre deux chaises pour ce qui est de ça. Ensuite, il y a la pression des pairs, c'est-à-dire que dans les écoles, dans les quartiers dans lesquels on habite, les amis que l'on voit, l'environnement en règle générale, eh ben, il peut y avoir une pression plus ou moins importante des copains, des amis, de l'environnement, des gens de qui on veut être bien vu, est-ce que vous voulez, etc., etc. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une certaine force psychologique qu'on peut ou on peut ne pas avoir, qui peut entrer en jeu. C'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins influençable et on peut plus ou moins se laisser aller à la pression des pairs. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on est entré dans le système, ça devient difficile d'en sortir parce qu'une fois qu'on est dans le clan ou dans la tribu ou dans le groupe, qui est donc un groupe qui va vous plus ou moins consommer de la drogue ou boire ou faire certaines choses ensemble, eh ben c'est plus difficile d'en sortir parce qu'on a, en fin de compte, fait sa micro-société ou son microcosmos, pourra-t-on dire, vis-à-vis et avec ces personnes. Et donc, ça devient plus difficile d'en sortir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une comorbidité avec certains autres troubles. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités ou certains troubles de la personnalité qui peuvent inciter ou qui peuvent influencer l'être ou l'individu à devenir plus facilement dépendant. On a remarqué que les personnes qui souffrent de TDA, donc de troubles déficitaires de l'attention, ont une plus grosse tendance, plus facilement, à devenir dépendants de drogue, d'alcool et d'autres substances. On sait que ça peut venir et que ça peut suivre avec certains troubles de la personnalité. Alors, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de génétique ou est-ce que c'est parce que, par exemple, l'enfant qui, à l'origine, a des troubles déficitaires de l'attention, donc qui a du mal à s'adapter aux copains, etc., pour pouvoir être accepté, il va faire le clown et puis il va plus facilement prendre certaines substances pour faire partie du groupe, etc., etc. Dans ça, la question reste ouverte, bien entendu, mais on sait que certains soucis, certains problèmes psychologiques peuvent avoir une influence. On les trouve plus facilement dans certaines personnalités. Les addictions, on les trouve plus facilement dans certaines personnalités que dans d'autres. Ensuite, on a remarqué que une personne qui consomme des substances à un jeune âge a une plus grande tendance à devenir addictive. Les adolescents qui consomment de l'alcool, qui consomment de la drogue. Au Danemark, en fin de compte, les jeunes boivent beaucoup d'alcool à un âge très 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 jeune. Aux environs, il est très courant que les jeunes Danois, à l'âge de 11 ou 12 ans, ont déjà pris plusieurs cuites. Et le problème est que le cerveau est toujours, en fin de compte, en formation, il est toujours en train de se construire. Et si on utilise certaines substances à un jeune âge, eh ben, en fin de compte, on va construire son cerveau, on va construire le développement de ce cerveau avec une substance extérieure. Et donc, ça risque de devenir plus facile, donc de devenir addict à une substance. Et bien entendu, il sera beaucoup plus difficile de s'en sortir après, parce qu'en fin de compte, on a formé son organisme à l'aide de cette substance ou avec, dira-t-on, la coopération de cette substance. De même, si les jeunes qui ont un très grand excès d'utilisation de tablettes, d'ordinateurs, de téléphones portables, etc., eh bien oui, là aussi, ça commence à faire partie de leur shoot, de leur développement, et ça risque d'être beaucoup plus difficile pour eux de s'en passer avec l'âge et avec l'évolution. Enfin, et ça il ne faut pas l'oublier, il y a ce qu'on appelle les prescriptions hasardeuses, c'est-à-dire que
ne le nions pas, certains médecins, certains professionnels de la santé ont la main un petit peu légère pour ce qui est des prescriptions de différents produits qui peuvent contenir certaines substances addictives. Et ça peut être que ce soit des antidépresseurs, que ce soit des produits à base de morphine, à base de cocaïne, à base de ce que vous voulez. On prend toujours un risque quand on joue avec ce genre de substances. Et ça, c'est quel que soit l'âge du patient, puisque, je vous le rappelle, le problème de l'addiction, ça va être la relation que le patient aura avec la substance. Donc on peut parfaitement, même une personne d'un certain âge, peut parfaitement devenir addict à un certain médicament, tout simplement au départ parce que ça va être pour ne plus avoir de douleur, mais après un certain temps, ça va être parce que ça va lui donner un certain plaisir, un certain état d'esprit, ça va lui faire oublier ses soucis, etc. Et là, dans ce cas-là, on peut risquer d'avoir une addiction à la substance. Alors, maintenant, une fois que la personne est addictive à quoi que ce soit, quel genre de traitement ou comment peut-on s'en sortir? Alors, très rarement, la personne peut s'en sortir toute seule. Ça n'existe pour ainsi dire pas, parce que, encore une fois, si on peut s'en sortir tout seul, sans gros problème, on n'est pas addict, mais on a une grande consommation, on a une mauvaise habitude. La personne qui est addicte ne peut pas s'en sortir toute seule. Elle va avoir besoin d'aide. Le premier problème, généralement, c'est de lui faire admettre son addiction. C'est là où, une fois que le problème est reconnu, déjà là, on a plus de la moitié du chemin de fait. La personne reconnaît une addiction, reconnaît un certain manque de pouvoir, une certaine incapacité à pouvoir se gérer et à pouvoir gérer le problème toute seule. Et déjà là, on a déjà fait un bon bout de chemin. Le plus gros problème, c'est donc de le faire reconnaître l'addiction. L'ado qui utilise sa tablette 10 heures par jour ne va pas reconnaître une addiction. Surtout l'addict qui ne boit pas constamment. Je connais plusieurs personnes, par exemple, certains même dans ma propre famille, qui m'ont dit « Mais non, je n'ai pas un problème d'alcool, je ne suis jamais bourré ». Et c'est exact, ils ne sont jamais bourrés parce qu'ils ne boivent jamais autant que ça, mais s'ils n'ont pas leur dose, il y a le problème. Donc, dans ce cas-là, c'est une personne qui est addicte. Donc, le premier problème, c'est de leur faire reconnaître qu'il y a un problème d'addiction. Une fois que le problème est reconnu comme addiction, alors là, il y a plusieurs possibilités. Je ne peux pas parler de toutes les possibilités qu'il y a parce qu'il y en a pas mal. Mais les deux possibilités les plus communes, la première méthode, c'est celle qui est utilisée à AA, Alcoholic Anonymous, ou Alcoolique Anonyme, je suppose, en français, qui existe également d'ailleurs pour ce qui est d'autres addictions, comme par exemple les addictions à la drogue. Et c'est ce qu'on appelle le système des 12 marches. 12 marches parce qu'à l'origine, c'était un bouquin et il y a 12 chapitres. Et chaque chapitre est une évolution donc, qui va de l'addiction à la liberté de l'addiction. En gros, il y a plusieurs thèmes. Il y en a moins que 12. Il n'y a pas 12 thèmes. Mais il y a donc plusieurs thèmes sur ces 12 marches. Et donc, la personne évolue par rapport à ces thèmes. La première des choses, et ça vous l'avez peut-être vu dans des films ou ce que vous voulez, où les gens arrivent et puis commencent à se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle machin truc, je suis alcoolique ». Ou alors « Bonjour, je m'appelle machin truc, je suis drogué ». Et puis tout le monde répond « Bonjour, machin truc ». C'est la première étape des 12 marches et c'est justement cette fameuse reconnaissance du problème dont je viens de parler. C'est la reconnaissance d'une addiction. C'est de se souvenir, de se rappeler qu'on a une addiction. Et donc, la première partie du système de ces 12 marches, c'est d'admettre que, en fin de compte, on a un alcoolisme ou une dépendance ou une compulsion quelconque et qu'on ne peut pas la contrôler soi-même. Je suis sans pouvoir sur cet alcoolisme, je suis sans pouvoir sur cette compulsion, je ne peux pas la contrôler moi-même. C'est donc admettre sa faiblesse. Une fois que cette faiblesse est reconnue,
on reconnaît, la deuxième partie, c'est de reconnaître un pouvoir supérieur qui peut donner de la force. Alors le plus souvent, Dieu entre en jeu, et c'est bien pour ça que cette méthode est utilisée par la Croix-Bleue, qui est sur une base chrétienne. Mais lorsque j'ai travaillé avec des anciens toxicomanes, qui justement avaient été passés au travers du système des 12 marches, certains d'entre eux reconnaissaient un pouvoir supérieur, on reconnaissait une entité supérieure, sans pour autant dire que c'était un Dieu, ou que c'était quoi que ce soit. Mais une espèce de force, un pouvoir qui est plus haut que nous, qui est plus haut basé, et sur qui on peut se reposer, ou sur qui on peut demander une certaine force pour pouvoir surmonter certaines choses. C'est donc l'autre côté de la médaille, où d'un côté on admet que nous-mêmes on ne peut pas le contrôler, et donc on reconnaît qu'il y a une autre puissance qui peut donc donner de l'aide à ce qu'on puisse la contrôler, et puis se passer au-dessus. Ensuite, l'addict va examiner les différentes erreurs passées avec l'aide de ce qu'on appelle un sponsor, ou qu'on appelle un parrain, je pense en français. Et c'est donc un membre de l'association, qui va être un membre expérimenté, qui est un membre qui est clean, donc il n'est plus alcoolique, ou il ne boit plus, parce que chez AA, ils vont dire qu'ils sont alcooliques et qu'ils le sont toujours. Donc qu'ils ne peuvent jamais boire une goutte d'alcool parce qu'ils sont alcooliques. Donc c'est pour ça que je dis que c'est toujours d'après eux un alcoolique, mais donc un alcoolique qui est en cale sèche, c'est-à-dire qu'il ne consomme plus d'alcool. Donc ils vont examiner ces différentes erreurs qu'ils ont faites, ils vont aller demander pardon à différentes personnes qu'ils ont blessées, ils vont essayer de réparer les erreurs qu'ils ont faites, le mal qu'ils ont fait, etc. Ça, c'est une partie importante du travail, parce que chez beaucoup d'alcooliques ou de personnes qui sont addictes à différentes substances, pour se procurer leur substance ou ce que vous voulez, ces gens-là vont très souvent aller en delà de certaines limites, et puis ils vont culpabiliser après ça. Ils vont culpabiliser, mais ils ne vont pas essayer de réparer, ils vont avoir du mal, et donc ils vont boire pour oublier. C'est un petit peu comme la fameuse réplique de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, où il rencontre l'alcoolique qui boit. Et pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que je bois. Et le cercle est fermé et on y retourne. Donc, point de vue comportemental, c'est une très bonne méthode de dire, je vais faire amende honorable pour les erreurs que j'ai faites, je vais essayer de réparer ce que j'ai pu réparer, je vais demander pardon aux personnes que j'ai blessées. Et ça, en fin de compte, ça leur donne une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture, ça leur ouvre un nouveau monde. Et c'est là-dessus que l'on compte pour dire, maintenant que j'ai réparé un petit peu tout ça, maintenant que j'ai remis tout ça en ordre, je ne vais pas le foirer, quoi. Ça serait vraiment dommage. Et donc, ils apprennent à vivre cette nouvelle vie avec ce nouveau code de conduite qui ne touche pas une goutte d'alcool ou une cigarette ou de la drogue, ou qui ne vont plus toucher un ordinateur. Enfin bref, ça dépend donc de la dépendance en question. Ensuite, ces personnes, une fois qu'elles ont vécu un certain temps dans leur nouvelle vie, elles vont aider les personnes qui souffrent du même alcoolisme ou de la même dépendance ou de la même compulsion. Donc, ils vont devenir sponsors ou parrains ou membres expérimentés ou ce que vous voulez. Et la roue tourne. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est efficace. Ils ont aidé beaucoup de personnes chez AA, mais que ça tourne un petit peu en rond. Parce que, en fin de compte, on reste dans le même domaine, on reste dans le même système, on est toujours obligé de continuer à se concentrer sur cette même problématique. Lorsque j'avais repris ces 12 toxicomanes, donc, par exemple, ils étaient clean, donc ils étaient passés au travers de ces 12 marches, et mon rôle était de les réhabituer à la société, parce que
ces pauvres personnes, des gars et des filles, ils avaient arraché 5, 10, 15 ans de leur vie, quoi, qui étaient dans les brouillards. La société avait pas mal changé depuis, et il fallait les réadapter à la société. Lorsque j'ai commencé le truc, tous voulaient travailler justement avec des drogués, des toxicomanes, pour les aider à s'en sortir, etc. Or, d'après moi, c'était une mauvaise idée parce que c'était quand même les laisser dans ce même environnement et pour moi, ça manquait d'évolution. Ce qui était important, c'était de leur donner, je trouve, d'autres objectifs et surtout de travailler la raison psychologique qui les avait influencés à devenir plus facilement addicts. Est-ce qu'ils étaient addicts parce qu'ils avaient des angoisses, ils avaient une tendance à la dépression, ils avaient un manque de confiance en eux? Quelle était la raison psychologique en dessous de cette addiction? Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Résultat des courses, sur les 11 qui ont fini, il y en a un qui a laissé tomber dès le départ. Sur les 11 qui ont fini, il y en a un qui a travaillé avec des ordinateurs, l'autre qui est parti dans un jardin d'enfants, un troisième qui a fait autre chose dans les bureaux. Enfin bref, ils ont tous, mais absolument tous, fait un travail qui n'avait absolument rien à voir avec la toxicomanie et avec les addictions. Et c'est un petit peu là où je trouve que le système des 12 marches a certains manques. C'est que, point numéro 1, les personnes qui ne sont pas très spirituelles ou très intéressées à la spiritualité, il va y avoir un manque là parce qu'il y a ce besoin. Ils doivent, par exemple, prier chaque jour, même plusieurs fois par jour. Pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans ce domaine-là ou qui ne sont pas vraiment très intéressées dans le domaine spirituel, ça risque de leur faire un manque. Ils risquent d'être perdus en chemin. Et puis point numéro 2, en fin de compte, on reste quand même dans le domaine de l'addiction et on n'en sort pas. On change de rôle, c'est-à-dire que du rôle d'alcoolique, on est devenu sponsor ou parrain, mais on est quand même toujours dans le même monde. Et pour moi, ça n'est pas une évolution. Donc, dans la thérapie, alors après, ça dépend du système de thérapie qui est donc la deuxième méthode pour s'en sortir, dont je veux parler. Alors ça dépend un petit peu du système de thérapie. Si vous parlez avec un psychanalyste, il va vous dire autre chose. Maintenant, moi, je suis dans le domaine cognitif comportemental, donc je vois ça d'une autre façon. Et la façon dont on travaille ça dans mon domaine ou dans la forme de thérapie que j'utilise, ça va être de travailler sur la croyance irrationnelle qui est, en fin de compte, à la base de cette consommation. Par exemple, si vous avez des jeunes qui sont addicts aux ordinateurs, qui sont addicts à un jeu vidéo, par exemple, pourquoi ? Quel est le problème ? Le plus souvent, ça va être, par exemple, qu'il sent qu'il ne fait pas le poids à l'école ou il a des problèmes à être admis par ses copains ou par l'environnement, il a des soucis vis-à-vis des camarades, il a du mal à trouver une petite copine. Et puis donc, il a trouvé ce jeu sur lequel il peut bousiller tout le monde, il peut tuer tout le monde, il est le meilleur, etc., etc. Donc ce jeu lui apporte une façon de se développer, une confiance en lui qu'il n'a pas dans le domaine extérieur. Si vous trouvez, ou si on est capable de lui donner confiance en soi, en règle générale ou dans le monde extérieur, il va toujours jouer à son jeu vidéo, pourquoi pas ? Il va peut-être toujours y jouer beaucoup, mais le jeu vidéo aura une autre importance. Il voudra dire autre chose dans sa vie qu'il ne le fait en ce moment. Ce sera une vue plus saine et une utilisation plus saine de ce jeu vidéo, même si ça peut représenter plusieurs heures par jour. Et si à un moment donné, il se trouve une copine qui est moins intéressée dans les jeux vidéo et qui peut l'intéresser à autre chose, eh ben, les choses vont se développer comme il le faut. Donc, le travail, ça va être surtout sur cette fameuse croyance irrationnelle. Et donc, en partant du principe que lorsque la croyance irrationnelle ou les croyances irrationnelles qu'on a trouvées, que ce soit culpabilité, que ce soit manque de confiance en soi ou ce que vous voulez, une fois qu'elle est éliminée, après il est plus facile de diminuer l'addiction et même de l'abandonner totalement. Donc ça veut dire qu'une personne qui est à l'origine alcoolique peut, par exemple, continuer à boire de l'alcool de temps à autre,
ou de temps en temps, sans que cela ait cette importance ou ce rôle dans sa vie. Pourra-t-on dire, il pourra boire de l'alcool un peu comme tout le monde. Et ça va être, enfin, d'après moi et d'après la méthode cognitive, ça va être la méthode utilisée pour sortir la personne de l'addiction. Alors après, il peut y avoir d'autres méthodes, bien entendu, que je ne connais pas ou dont je ne peux pas parler en ce moment, parce qu'il y en a pas mal, et un peu tout le monde a sa méthode, mais ça va être, dira-t-on, les deux méthodes principales, la méthode des 12 marches qui est très importante et qui est très utilisée, et puis donc après, ça va surtout être une forme de thérapie, et là, la thérapie, ça dépend et du thérapeute, de la méthode utilisée, enfin bref, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Voilà, c'était ce que j'avais à dire pour finir ce webinaire sur les addictions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, écoutez, maintenant on arrive à la fin de l'année, donc ça va être joyeux Noël, bonne année, bonne fête de Hanouka. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres webinaires. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Si vous avez envie que je tienne un webinaire sur un autre sujet, même punition, un mail à cyril@malka.fr. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt, bonne soirée et à l'année prochaine. Au revoir.